Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez l'émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invitée de ce soir, la professeure Aviva Chomsky. La professeure Chomsky est une des principales historiennes au Grameen Breakwater. Elle est professeure d'histoire à l'Université d'État de Salem, dans le Massachusetts, et autrice de plusieurs ouvrages influents, dont Central America's Forgotten History, Undocumented, How Immigration Became Illegal, et A History of the Cuban Revolution. Son travail a été essentiel pour établir les liens entre la politique étrangère des États-Unis, le travail, l'immigration et le pouvoir des entreprises, et pour montrer comment la politique impériale a façonné les inégalités et l'exclusion à l'intérieur du pays. Dans cette conversation, nous explorons comment l'impérialisme américain façonne l'Amérique latine, en particulier le Venezuela, et à quoi pourrait ressembler aujourd'hui une nouvelle forme de solidarité internationale. Professeur Chomsky, bienvenue à nouveau dans India and the Global Left. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être ici. Et merci pour cette présentation. Pourriez-vous m'en envoyer une copie? Il faut que je la lise, il faut que je le fasse. Bien sûr. Tu as tout résumé de manière si belle. J'ai lu vos travaux, donc j'en connais une partie, et j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais je voulais commencer par l'escalade des États-Unis dans les Caraïbes, en particulier contre le Venezuela. Nous voyons le groupe Ford, le plus grand navire de guerre américain, arriver sous le commandement du Southern Command. Cela fait suite à un renforcement déjà massif dans la région, y compris une expansion majeure à Porto Rico, d'où provient une grande partie de l'escalade dans les Caraïbes. En tant qu'historien de l'Empire américain, en tant que citoyen des États-Unis et en tant que personne connaissant l'impérialisme américain dans la région, que pensez-vous de ce renforcement militaire? Je veux dire, la première question que tout le monde me pose, c'est « Trump va-t-il envahir le Venezuela ?» Et je trouve que les tendances générales de Trump ne sont pas difficiles à comprendre ou à prévoir. Mais les actions quotidiennes de son administration sont parfois très difficiles à comprendre et à prévoir. Prédire l'avenir est donc toujours un défi, car il y a tellement de facteurs différents en jeu. C'est ce que nous, les historiens, faisons. Nous examinons tous les différents facteurs qui entrent en jeu dans le déroulement de l'histoire. Mais avec autant de facteurs en présence, je ne peux pas répondre à la question « Trump va-t-il envahir le Venezuela ?» Mais je peux certainement dire que malgré une campagne axée sur la fin des guerres, Trump perpétue la grande tradition américaine d'agression militaire contre des pays plus faibles. Il n'y a pas d'administration dans l'histoire des États-Unis à laquelle je puisse me référer qui n'ait pas participé à cette tradition. Vous savez, nous avons déjà bombardé non seulement des bateaux de pêche vénézuéliens et colombiens ou de petites embarcations dans les Caraïbes et le Pacifique occidental, mais nous avons aussi bombardé l'Iran et la Somalie. Je ne peux même pas te donner la liste complète, mais je crois qu'il s'agit de 8 ou 9 pays différents que les États-Unis ont déjà bombardés, menant des attaques militaires non provoquées contre eux. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont tous des pays qui n'ont aucune capacité de se défendre ou de riposter contre les États-Unis. Et nous avons même entendu Trump dire « Eh bien, je ne pense pas que trop d'Américains vont être tués, donc c'est acceptable. » Ainsi, peu importe combien de personnes nous tuons dans d'autres pays, la seule chose qui le préoccupe, c'est combien d'Américains pourraient être tués.
Bien sûr, la région des Caraïbes, et j'inclus le Venezuela dans la région des Caraïbes, car il possède une longue côte sur la mer des Caraïbes, a été une cible particulière de l'expansionnisme, du colonialisme et de l'impérialisme américain depuis la fin du 19e siècle. Les États-Unis ont envahi de nombreux pays, le Mexique, Cuba, Porto Rico, le Nicaragua, Haïti, la République dominicaine, le Panama et la Colombie. Voilà une intervention directe des États-Unis en Amérique centrale. Ah, ai-je mentionné le Honduras, le Nicaragua, le Salvador et le Guatemala? Les intérêts économiques américains dans les Caraïbes ont réellement commencé au 19e siècle, bien qu'on puisse les retracer encore plus loin. Si l'on regarde la Nouvelle-Angleterre coloniale, avant même l'existence des États-Unis, une grande partie de la richesse de la Nouvelle-Angleterre et de l'élite locale de ma région provenait de leurs investissements à la Barbade, une autre colonie britannique avec des plantations de sucre. Ainsi, le lien entre intervention économique et militaire remonte à très loin. Avant 1898, 1848 fut la première invasion américaine du Mexique. 1848 fut la première invasion américaine des Caraïbes, à Porto Rico et à Cuba. Les économies de ces îles, alors sous domination coloniale espagnole, étaient déjà entre les mains des États-Unis. Autrement dit, ce sont les investisseurs américains dans le sucre qui contrôlaient essentiellement l'économie, la majeure partie des économies de ces pays. Ils étaient donc des colonies économiques des États-Unis, même s'ils restaient des colonies politiques de l'Espagne. Et vous savez, la création de ce qu'on a appelé les républiques bananières sous la United Fruit Company en Amérique centrale a entraîné plusieurs interventions militaires américaines au Guatemala et au Honduras pour protéger les intérêts des investisseurs américains. Toute l'ère de la diplomatie du dollar au cours des premières décennies du XXe siècle. C'est à ce moment-là que l'on voit se répéter les invasions américaines dans les Caraïbes et en Amérique centrale, ainsi que de longues occupations en Haïti, en République dominicaine et au Nicaragua, très clairement justifiées par la doctrine Monroe de 1823, peu après la formation des États-Unis, qui affirmait en substance que les États-Unis interviendraient partout en Amérique latine pour empêcher les interventions européennes. Et cela est élargi avec le corollaire Roosevelt au début des années 1900, qui stipule que nous interviendrons partout en Amérique latine pour protéger les intérêts commerciaux des États-Unis. Il n'utilise pas ces mots exacts, mais c'est essentiellement ce qu'il dit. Si un pays d'Amérique latine ne maintient pas l'ordre nécessaire à la protection de nos investissements, nous interviendrons pour les protéger. Ainsi, les interventions du début du XXe siècle, menées dans le cadre de la diplomatie du dollar, reposent sur cette logique. Les investisseurs américains sont menacés et nous devons intervenir et changer le gouvernement pour les protéger. Et bien sûr, l'implication des États-Unis dans l'industrie pétrolière du Venezuela en est un autre exemple. Vous savez, au Panama, il y a le canal, mais aussi l'industrie de la banane. Et ces interventions ne s'arrêtent pas vraiment avec la fin de la diplomatie du dollar, car, vous savez, l'invasion du Guatemala en 1954 visait également directement à protéger la United Fruit Company d'un gouvernement de gauche qui accordait plus de droits aux travailleurs et menait une réforme agraire, menaçant ainsi les possessions de l'entreprise. Et donc, cette logique n'a pas vraiment changé, même si elle a été dissimulée sous de nouvelles idéologies dans la seconde moitié du XXe siècle. Principalement, c'était sous les idéologies de la guerre froide. Au Panama, en 1989, c'était sous la bannière de la guerre contre la drogue. Après 2001, beaucoup de nos interventions ont été justifiées dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Et au Venezuela, Trump utilise vraiment à la fois la drogue et le terrorisme comme, vous savez, la sécurité nationale a toujours été présente,
Mais surtout après le 11 septembre, elle est devenue un moyen très puissant de rallier la population américaine. Parce que la protection des intérêts économiques américains n'est pas forcément une opération de propagande gagnante pour obtenir le soutien de la population à ses efforts militaires. Mais la sécurité nationale semble être le facteur qui aligne les gens aux États-Unis. Je ne sais pas, ai-je répondu à votre question? Non, bien sûr. Tu m'as demandé ce que je ressentais. Alors je t'ai dit ce que je pense. Comment je penserais? Pas ce que je ressens, mais je me sens en colère. D'accord. Je me demande comment vous percevez le moment actuel dans sa spécificité, étant donné que vous avez esquissé une brève histoire. Beaucoup de gens réfléchissent, ou du moins beaucoup de gens réfléchissent, à ce qui est nouveau en ce moment, et de nombreuses explications ont été avancées, en commençant par l'échec de Trump en Palestine, son incapacité à mettre fin à la guerre par procuration de l'OTAN en Ukraine, et une autre tentative ratée en Iran. Une explication est que compte tenu de ses échecs ailleurs, et sachant qu'il comprend la puissance militaire de l'Empire américain sur l'Amérique latine, il cherche à détourner l'attention en menant une sorte d'attaque rapide. L'autre explication concerne l'investissement idéologique propre à Marco Rubio et Stephen Miller au sein de l'administration Trump. Et la troisième explication concerne ce nouveau moment d'une nouvelle doctrine Monroe, rendue nécessaire par l'augmentation des investissements chinois dans toute la région, en particulier les liens étroits entre le Venezuela et la Chine. Je veux dire, nous connaissons les chiffres du commerce du pétrole, qui ont énormément augmenté entre la Chine et le Venezuela. Mais il ne s'agit pas seulement de commerce. Il existe des liens étroits entre les entreprises chinoises, les compagnies pétrolières du nord-est de la Chine et le Venezuela. Je me demande, que pensez-vous des raisons pour lesquelles l'escalade a lieu en ce moment? Je veux dire, je ne dis pas que l'escalade elle-même est nouvelle. À bien des égards, elle se poursuit depuis un certain temps. On parle souvent de 2015, lorsque Obama a déclaré que le Venezuela représentait une menace pour la sécurité nationale. Mais malgré tout, je suis curieux, vous en tant qu'historien, quelles sont, selon vous, certaines des choses qui sont probablement nouvelles ou qui annoncent l'avenir? Eh bien, je ne suis pas sûre de l'argument selon lequel il essaierait de détourner l'attention d'autres échecs en matière de politique étrangère. Et ce pour deux raisons. Premièrement, je pense que le public américain, en général, n'est pas très conscient ni très intéressé par la politique étrangère. Bien sûr, il existe des secteurs du public américain qui le sont, mais en termes de popularité politique, je ne suis pas certain que Trump se préoccupe vraiment de détourner l'attention. Et l'autre aspect de cet argument, c'est que je pense que Trump a plutôt bien réussi à présenter la plupart des actions que vous avez mentionnées comme des réussites plutôt que comme des échecs, sauf pour l'Ukraine. Mais même là, je pense que la préoccupation du public américain à propos de l'Ukraine reste globalement assez faible. Mais je pense que, en ce qui concerne l'Iran et Gaza, ce que Trump projette, c'est que ces situations étaient des réussites. Et je pense que les médias traditionnels avalent et promeuvent largement cette idée. Il y a quelques murmures selon lesquels le cessez-le-feu à Gaza ne tiendra peut-être pas, mais il y a si peu de reconnaissance dans les médias traditionnels du fait que cet accord de paix n'a pas apporté la paix à Gaza. Rien ne freine Israël. Et c'est la même chose avec les accords de paix au Liban et en Syrie. Ces soi-disant accords ne sont en réalité que des couvertures pour l'expansion et l'agression continue d'Israël. Mais les médias traditionnels n'expliquent pas cela au public. Et je ne pense pas vraiment que les réseaux sociaux remplissent le rôle qu'ils jouaient pendant les premiers mois de l'invasion de Gaza par Israël, celui d'aider réellement les gens à comprendre ce qui se passe. Je crois que, pour une grande partie,
de la population américaine, tout cela est devenu trop compliqué. Oh, il y a un cessez-le-feu, donc je n'ai plus à m'en préoccuper. Donc, je ne suis pas sûre que l'idée de détourner l'attention ait vraiment du sens. Certainement, l'aile droite, vous savez, le contingent de Marco Rubio au sein de la coalition de Trump, et bien sûr, l'administration Trump est une coalition d'intérêts différents, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs, mais je dirais qu'il y a la faction de Marco Rubio, farouchement anti-Maduro, anti-Cuba, et qui s'inscrit dans cette mentalité de, vouliez-vous dire, le Venezuela? Je veux dire, ils sont aussi anti-Cuba. Mais voulais-tu dire Cuba ou le Venezuela? Eh bien, anti-Maduro. Je n'ai pas dit anti-Venezuela, j'ai dit anti-Maduro, mais par là, je voulais dire anti-Venezuela. Tu as aussi dit anti-Cuba. D'accord, mais tu voulais dire anti-Venezuela, non? Je voulais bien dire anti-Cuba, parce que je pense que la préoccupation de Rubio à propos du Venezuela découle de son idéologie anti-cubaine. Donc pour lui, le Venezuela n'est qu'une extension de Cuba, pour Rubio et les siens. Pas seulement Rubio en tant qu'individu, enfin oui, Rubio en tant qu'individu, mais aussi son entourage, ou peu importe comment on l'appelle. Et puis je pense qu'il y a la faction de Pete Hegseth qui est du genre « Nous sommes la nation guerrière ». Toute agression que nous commettons est bonne parce qu'elle montre à quel point nous sommes belliqueux, et c'est ce que nous voulons. Donc, je pense qu'il y a au moins ces deux ensembles d'intérêts et de voix au sein de l'administration Trump. Vous savez, en ce qui concerne les intérêts commerciaux des États-Unis, je pense qu'il y a un... Il n'y a pas de voix unifiée sur presque aucune des politiques de Trump, qu'il s'agisse des tarifs douaniers ou des politiques d'immigration draconiennes. Beaucoup de ces mesures le mettent en réalité en désaccord avec certaines parties du secteur des entreprises. Mais pour l'instant, il semble qu'il y ait très peu de volonté de le contester, tout comme dans les universités. Bien que les universités soient peut-être encore plus complaisantes face à ce qui se passe que ne l'est le monde des affaires. Dans le secteur des entreprises, je pense que ce que je vois, ou la façon dont j'interprète ce que je vois, c'est que les personnes et les institutions estiment qu'elles ont plus à perdre en s'opposant à Trump qu'en se contentant de suivre le mouvement, d'essayer de collaborer avec lui et d'adopter une sorte d'opposition loyale plutôt que de le défier réellement. Alors, vous savez bien sûr que le complexe militaro-industriel profite toujours de la guerre. Même le secteur des combustibles fossiles a des intérêts partagés. Chevron entretient une relation continue avec le Venezuela qui pourrait être compromise. Beaucoup d'entreprises de combustibles fossiles ont également beaucoup investi dans les énergies alternatives. Donc les politiques climatiques de Trump, même s'il promeut les combustibles fossiles, montrent que l'industrie des combustibles fossiles ne se limite plus seulement aux combustibles fossiles aujourd'hui. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses en jeu en matière d'intérêt économique, dont certains pourraient tirer profit d'une intervention américaine au Venezuela, tandis que d'autres y sont probablement très fermement opposés. Oui. Vous savez, il y a clairement cette idée du type se rallier autour du drapeau, que la guerre n'est pas seulement bonne pour l'économie, mais que lorsque les États-Unis sont en guerre, enfin on l'a bien vu lors du Veterans Day il y a quelques jours, il y a cette forme écrasante de patriotisme, de soutien aux troupes. Et vous savez peut-être que certains de ces secteurs estiment que la guerre est une bonne distraction. Pas tant pour détourner l'attention d'autres échecs de politique étrangère, comme vous le disiez, mais plutôt de tout le chaos intérieur qui règne. Et que, eh bien, si nous partons en guerre, alors tout le monde se ralliera de nouveau autour du drapeau et, vous savez, soutiendra les troupes. C'est possible.
En ce qui concerne les grandes questions géopolitiques que vous évoquez, comme les relations avec la Chine, je pense que l'administration Trump a montré à plusieurs reprises qu'elle était tout à fait disposée à recourir à des mesures extraordinaires pour s'assurer que tout le monde rentre dans le rang. Je suppose que je pourrais voir une invasion du Venezuela comme une mesure extraordinaire destinée à mettre tous les pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie en garde. Alignez-vous derrière nous ou vous en subirez les conséquences. Et vous savez, il semble qu'Israël soit devenu l'allié parfait des États-Unis dans cette posture du type « ne nous défiez pas, car nous contrôlons le monde ». Donc, cette idée selon laquelle nous vivons désormais dans un monde unipolaire, et même si économiquement, bien sûr, les États-Unis restent incroyablement riches, mais que militairement, les États-Unis obtiendront ce qu'ils veulent, quoi qu'il arrive. Je suppose donc qu'une invasion du Venezuela pourrait servir cet objectif pour l'administration Trump. Trump est certainement très en colère contre le Brésil, compte tenu du lien avec le soja, car sa mauvaise évaluation de la solidité de l'économie américaine par rapport à la Chine provenait en partie du fait qu'il n'avait pas réfléchi à l'importance centrale des terres rares. Ou peut-être pensaient-ils pouvoir faire chanter leurs fournisseurs de cartes à puce, la carte Blackwell ou d'autres cartes à puce Nvidia, pour maintenir l'approvisionnement en terres rares. Mais ils ont aussi sous-estimé le fait que la Chine pouvait simplement acheter du soja au Brésil et que le secteur agricole, déjà en récession aux États-Unis, se retrouverait à la traîne. Il est donc très en colère contre le Brésil et son lien avec la Chine, et c'est pourquoi il menace Lula. Une partie de cela relève aussi de la politique intérieure et de son lien avec l'extrême droite au sein du Brésil. Je voulais te demander à propos de Je voudrais également mentionner la Colombie comme un acteur dans cette affaire, car je pense qu'il existe une opposition écrasante à l'intervention militaire des États-Unis partout en Amérique latine. Les Latino-Américains ont tous vécu cela et connaissent l'histoire, même si les habitants des États-Unis ne la connaissent pas forcément. Mais je pense que la colère de Trump envers Gustavo Petro en Colombie est un autre élément de ce puzzle. Il voit des gouvernements, comme celui de Lula au Brésil ou celui de Petro en Colombie, comme des exemples de pays qui ne se plient pas à la ligne des États-Unis et qui mènent des politiques intérieures et étrangères différentes. Cela est perçu comme un défi tout simplement inacceptable du point de vue des États-Unis. Et vous savez, il y a certains documents datant des débuts de la révolution cubaine, auxquels je reviens toujours, où l'ambassadeur des États-Unis et le département d'État s'échangent frénétiquement des lettres se demandant comment ils vont gérer ce nouveau gouvernement. Il semble que toute la population soit unie dans son admiration pour Fidel Castro et la révolution. Alors, que va-t-on faire à ce sujet? Allons-nous pouvoir le contrôler? Et quelques mois plus tard, ils disent, vous savez, si nous laissons ce gouvernement réussir, d'autres pays d'Amérique latine vont, eh bien, nous savons tous que l'Union soviétique n'a rien à voir là-dedans. Mais si nous le laissons réussir, d'autres gouvernements d'Amérique latine vont essayer de suivre le même type de voie nationaliste et populiste, ce qui est mauvais pour nos investisseurs économiques. Et donc, nous devons décider si nous voulons laisser cela se produire. Parce que si nous le faisons, il y a une menace. La menace d'un bon exemple, la menace que d'autres pays d'Amérique latine fassent de même. Ainsi, le désir, cette nécessité perçue d'écraser toute opposition, même légère, je suppose que je la vois aussi bien dans la politique étrangère que dans la politique intérieure. Pourquoi les manifestations sur les campus sont-elles si menaçantes? Pourquoi faut-il mobiliser tout le pays pour écraser un groupe d'étudiants? C'est comme si l'on disait « n'osez surtout pas montrer la moindre opposition ».
to show any opposition. Je veux passer à la politique intérieure, mais un dernier commentaire sur la politique étrangère. Je pense que le facteur chinois doit être très déstabilisant pour l'administration américaine, même si elle essaye de dissimuler d'une certaine manière, compte tenu des liens croissants entre les pays d'Amérique latine et la Chine, qui sont principalement économiques. Maintenant, je ne veux pas sous-estimer les liens économiques que l'Union soviétique entretenait avec des pays comme Cuba, par exemple. C'était très, très important. Mais c'était d'une nature quelque peu différente. Dans le cas de la Chine, ce sont les entreprises chinoises qui sont très actives et elles sont impliquées dans toutes sortes d'industries qui entrent directement en conflit avec les intérêts des entreprises américaines. Donc dans cette mesure, je pense que tandis que pendant l'ancienne guerre froide, nous avons vu une certaine forme de, beaucoup relevait de la propagande. Nous savons que l'influence soviétique relevait de la propagande, dans la mesure limitée où elle existait. Mais l'influence chinoise, elle, est clairement en expansion, et elle est de nature économique. Et étant donné, je pense être d'accord avec vous, que la situation à Gaza et même en Iran a été présentée à leur public national captif comme un succès, je ne suis pas sûr que la guerre tarifaire avec la Chine ait convaincu qui que ce soit. Je veux dire, certainement pas les entreprises qui en ont souffert, ni le secteur agricole en difficulté, ni les citoyens américains en général. Mon intuition est qu'ils ont vu clair dans ce jeu, que les États-Unis ont perdu dans cette guerre économique. J'ai donc le sentiment que les élites dirigeantes américaines, y compris les élites économiques, mais aussi la classe politique, doivent être très inquiètes de l'influence chinoise en Amérique latine. Je suppose, à un certain niveau, cela a du sens. Mais à un autre niveau, je n'arrive pas à comprendre ce qu'on entend par la menace de la Chine. Je veux dire, pourquoi est-ce une menace pour les intérêts commerciaux des États-Unis qu'il y ait des investisseurs venant d'autres régions du monde? Pourquoi la Chine serait-elle une menace? En quoi consiste exactement cette menace? Je n'arrive pas à m'y faire. Qu'est-ce que c'est? Je suppose qu'il s'agit de capital monopolistique. Je veux dire, si l'on suit la logique du capitalisme, s'il y a d'autres intérêts privés qui arrivent et entrent en concurrence avec vous, alors disons, si Temu prend davantage de parts de marché à Amazon, cela ne devrait pas, selon leur propre logique, constituer une menace. Mais étant donné que les entreprises américaines ont opéré comme des monopoles en Amérique latine, ou du moins le souhaitent, il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi elles perçoivent cela comme une menace. Je suppose que j'ai l'impression que j'aurais pu imaginer Trump aller complètement dans l'autre sens concernant la Chine, et je ne comprends pas pourquoi il a décidé d'adopter la position qu'il a sur la Chine et le secteur des entreprises américaines aussi. Vous savez, la Chine, ce sont les marchés, la Chine, ce sont les terres rares. Donc, je dois dire que je ne suis pas un expert de cette partie de la politique américaine, mais ça me laisse un peu perplexe. Et je veux dire, il y a d'autres aspects de la politique étrangère de Trump qui semblent tout aussi arbitraires et déroutants. Par exemple, pourquoi déclencher une guerre avec le Canada? Donc, vous savez, une partie du fait d'essayer de comprendre Trump consiste à accepter cette part d'arbitraire. C'est comme s'il n'y avait pas forcément une logique très solide entre le point A et le point B, comme c'était le cas en 1954 au Guatemala. Vous savez, il y avait la United Fruit Company, les liens de la United Fruit Company avec le secteur de la politique étrangère américaine. Cette campagne de propagande, on pouvait relier tous les points et voir exactement comment les intérêts économiques influençaient la politique étrangère des États-Unis.
Mais en ce qui concerne le déclenchement d'une guerre tarifaire avec le Canada, peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons tracer ces liens, mais pour l'instant, je ne les vois pas. Et je ne les vois pas vraiment non plus avec la Chine. D'accord. Je pense que la politique étrangère des États-Unis ne semble pas suivre une ligne directe, ni résulter directement d'une politique économique uniforme. Je veux dire, il peut y avoir différents intérêts économiques qui se rejoignent. Mais il existe aussi des intérêts administratifs ou idéologiques américains non économiques qui en font partie et qui contribuent également à l'explication. Par exemple, le Canada, ou même la Corée du Sud et le Japon. Mon analyse générale est qu'il s'agit en quelque sorte d'un tribut impérial qu'ils essaient, ou pensaient pouvoir, extraire à un moment où l'Empire subit d'énormes pressions. Pressions budgétaires, pressions liées au service de la dette obligataire, et ainsi de suite. Ils pensaient donc qu'en leur tordant le bras, ils pourraient en tirer davantage. Tous ces investissements forcés de la Corée du Sud et du Japon, dont certains sont en réalité intenables, épuiseraient, par exemple, le marché des changes de la Corée du Sud si 350 milliards de dollars devaient affluer vers les États-Unis en quelques tranches. Mais bon, passons à... Permettez-moi d'ajouter encore une chose puisque vous avez mentionné les idéologues. Et je pense que cela fait partie de la complexité de ce qui se passe actuellement au sein de la droite américaine et du Parti républicain. Les tensions entre les idéologues et les intérêts. Et je pense que l'immigration est un autre domaine où l'on peut observer cela. Les idéologues disent « arrêtons toute immigration », tandis que les intérêts disent « non, nous avons besoin d'immigrer, mais nous devons faire semblant de vouloir arrêter toute immigration ». C'était justement ma prochaine question, en fait. Je voulais aborder la politique intérieure des États-Unis. Étant donné que les médias traditionnels ont tenté de passer sous silence la question de l'immigration dans leurs discussions plus larges sur l'Amérique latine. Lorsque je lis vos travaux, ainsi que ceux de Juan González et d'autres sur l'histoire de la région, je constate que l'intervention des États-Unis à l'origine a entraîné une forte immigration. Ensuite, ces immigrés se sont retrouvés affublés d'étiquettes de criminalité et d'illégalité, dont beaucoup se sont intensifiées sous l'administration Trump. J'aimerais que vous nous en disiez davantage à ce sujet. Et cela devient ensuite une justification sous le prétexte du narco-terrorisme, et ainsi de suite, pour de nouvelles opérations de changement de régime qui déstabiliseraient à nouveau ces régions et créeraient ces boucles. Donc, si vous pouviez nous parler un peu de l'extrême droite aux États-Unis, comment elle a façonné la politique anti-immigration, et quel est le lien entre cela et ces types de changements de régime? La justification ou l'illusion d'une autorité morale derrière les interventions en Amérique latine. Je pense que cela clarifierait beaucoup de choses pour nos spectateurs. D'accord. Je vais donc te mettre au défi sur deux termes que tu utilisais. Le premier concerne la question de la stabilité par rapport à l'instabilité. Et je pense que si l'on regarde l'histoire de l'Amérique centrale, par exemple, les États-Unis ont souvent, vous savez, imposé des dictateurs. Ainsi, les États-Unis interviennent parce qu'ils disent « Oh, il y a de l'instabilité, nous ne pouvons pas avoir d'instabilité », mais ils interviennent aussi lorsqu'il y a beaucoup de stabilité, pour déstabiliser. Donc, je ne pense pas que les États-Unis aient un intérêt général dans la stabilité. Ils ont un intérêt général dans un certain ensemble de politiques économiques, et souvent ces politiques économiques changent. Vous savez, lorsqu'il s'agit de politiques extractivistes favorisant l'investissement étranger au détriment de la population locale, ce qui est le type de politique que les États-Unis ont appliqué
tout au long du XXe et du XXIe siècle. Je veux dire, il y a là une véritable constance. Les États-Unis veulent promouvoir la stabilité parce qu'ils poursuivent ces politiques, mais ces politiques elles-mêmes provoquent l'instabilité. Donc vous savez, les États-Unis interviennent. Je pense qu'il faut être prudent avec le terme stabilité. Cela ne veut presque rien dire. Stabilité pourquoi? Quel type de stabilité? L'autre notion dont je voulais parler, vous avez mentionné comment l'intervention américaine entraîne une hausse de l'immigration, de la criminalité, de l'illégalité. Et je voulais simplement démêler un peu tout cela. Je dirais que ce n'est pas nécessairement l'intervention militaire américaine en elle-même qui provoque une augmentation de l'immigration, mais à certains moments historiques, surtout à la fin du XXe siècle, c'est le volet économique. L'intervention américaine soutient la présence économique des États-Unis, disons, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Et la présence économique des États-Unis, ce n'est pas nécessairement l'intervention militaire en elle-même. Donc si l'on regarde le Salvador et le Guatemala dans les années 1980, c'est l'intervention militaire qui pousse les gens à fuir leur foyer. Et comme ce sont des réfugiés de guerre fuyant l'intervention militaire, qu'elle soit directe, indirecte ou simplement soutenue par les États-Unis, sans la présence de troupes américaines. Mais dans d'autres cas, disons pendant la période d'après-guerre, moment où l'immigration en provenance du Guatemala et du Salvador explose, c'est le modèle économique imposé par la stabilité qui suit les années de guerre qui provoque une véritable flambée migratoire. Et, vous savez, on peut dire la même chose à propos, par exemple, de la migration mexicaine au cours du XXe siècle. Oui, on peut remonter à la guerre américano-mexicaine et à la présence à long terme. Mais la migration mexicaine vers les États-Unis est en réalité encouragée par les intérêts économiques américains. Qu'il s'agisse de la construction de chemins de fer au Mexique au XIXe siècle pour amener des travailleurs à la frontière ou des programmes de travailleurs invités. Ce sont donc différents types d'interventions où, vous savez, la maquiladora, le programme d'industrialisation de la frontière des années 1960, qui attire les gens vers la frontière tout en leur imposant des emplois et des conditions de vie épouvantables. Ces liens économiques sont liés aux interventions américaines, mais ce sont, je dirais, des formes d'intervention différentes. Ce sont vraiment ces liens économiques qui, selon moi, constituent le principal moteur de l'immigration. Mais je dirais aussi que les liens économiques, le type particulier de relations économiques que les États-Unis entretiennent avec l'Amérique latine, créent un besoin de travailleurs exploitables aux États-Unis. Et c'est ce que j'appelle le paradoxe moderne de la migration. À mesure que les travailleurs obtiennent des droits aux États-Unis, le besoin de main-d'œuvre exploitable, la recherche de profit rendue possible par un meilleur accès à ces travailleurs. Et pas seulement à des travailleurs exploitables, mais aussi à des impôts faibles et aux conditions qui accompagnent l'absence de régulation, les faibles taxes, l'absence de contrôle environnemental, a poussé les investisseurs américains vers un investissement accru, par exemple dans l'industrie en Amérique latine, vous savez, l'industrie de la sous-traitance, et pas seulement en Amérique latine. Je parle de l'Amérique latine, mais c'est certainement un phénomène mondial, pas seulement latino-américain. Il commence en Amérique latine, mais il est désormais global. Et la dégradation des conditions de travail aux États-Unis, ainsi que le besoin croissant de travailleurs sans papier, exploitables, qui n'ont pas accès aux droits acquis par les travailleurs américains, parce que tout ne peut pas être délocalisé, en particulier les services et l'agriculture, qui sont précisément les secteurs où la demande de travailleurs migrants est immense. Et la migration aussi, donc vous dites qu'elle favorise l'illégalité, mais en réalité, ce qu'elle favorise, et je voudrais vraiment faire la distinction entre
Try to distinguish between. Je voulais dire le récit de l'illégalité. Je ne crois pas qu'ils soient illégaux. J'ai dit le récit de l'illégalité. Okay, but there are relationships between. D'accord. Mais il existe des liens entre l'illégalité et la criminalité, mais pas ceux dont parle l'administration Trump, qui affirme que les personnes sans papier commettent trop de crimes, tuent trop de gens et représentent une menace pour la sécurité nationale. Mais donc, oui, c'est-à-dire que l'illégalité est une construction juridique qui prive les gens de leurs droits, n'est-ce pas? Elle crée un statut dans lequel les personnes peuvent être exploitées. À cet égard, l'illégalité remplit une fonction économique. Elle remplit aussi une fonction politique et idéologique, car elle alimente cette idée de menace pour la sécurité nationale, rassemblons-nous autour du drapeau. Ces personnes illégales seraient un danger et une menace. People are a danger and they're a threat, and so but that association of illegality with criminality. Ainsi, cette association de l'illégalité avec la criminalité est à la fois un outil idéologique pour justifier l'exploitation, et en même temps, il est vrai que la création d'un système d'illégalité a transformé la migration en quelque chose d'extrêmement dangereux et d'extrêmement lucratif. D'immenses réseaux criminels se sont développés pour contourner les restrictions américaines sur la migration, car les emplois existent toujours, le besoin de partir demeure, et tout le système repose sur les envois de fonds. Autrement dit, tout le système d'ajustement structurel néolibéral en Amérique centrale dépend des transferts d'argent en provenance des États-Unis. Et c'est ce projet que les États-Unis promeuvent en Amérique centrale. Et cela ne peut survivre que parce qu'en fait, la seule chose qui empêche une autre révolution ou une série de révolutions, ce sont les envois de fonds. C'est ce que j'appelle le paradoxe moderne de la migration. Mais ensuite, bien sûr, le discours sur l'illégalité et la criminalité sert à justifier tout le système. Or, c'est le système lui-même qui le crée et le rend si difficile. Si les États-Unis cessaient de mobiliser tout leur appareil de sécurité nationale contre les immigrés, et s'ils légalisaient l'immigration, alors le lien entre la contrebande de drogue, les réseaux criminels du nord du Mexique, serait rompu. Cela deviendrait beaucoup moins lucratif et il serait bien plus facile de réellement cibler les cartels de la drogue et la contrebande elle-même. And drug smuggling itself. Quelle est votre lecture des sections du méga-mouvement en ce qui concerne leur position, du moins en apparence, anti-interventionniste? En même temps, leurs opinions sur l'immigration et les immigrés sont extrêmement odieuses, vraiment intolérables. Ils semblent soit ignorer ce lien, soit ne pas parler de la connexion entre les deux. Comment percevez-vous leur politique? D'un côté, ils affirment que nous ne devrions pas intervenir en Amérique latine, que nous devrions nous retirer. De l'autre, ils se montrent extrêmement intolérants, ou bien ils ne reconnaissent pas le lien entre le néolibéralisme imposé dans la région et les schémas migratoires qui en ont découlé, ceux des travailleurs immigrés au sein de l'économie américaine. Ils y sont totalement aveugles, ou bien leur idéologie ne le reconnaît tout simplement pas. Qu'en pensez-vous? Comment analysez-vous leur politique? Eh bien, je pense que le nativisme, le sentiment anti-immigrant, la xénophobie et le racisme ont tous des racines très profondes dans l'histoire américaine. Donc, c'est pas nouveau. Et vous savez, une chose qui me surprend beaucoup, c'est d'entendre à quel point le discours libéral dit « Trump fait toutes ces choses ». Eh bien, Woodrow Wilson n'a-t-il pas fait toutes ces choses? Vous savez, revenons un peu, Bill Clinton n'a-t-il pas fait toutes ces choses? Donc oui, il s'agit d'essayer de démêler ce qui est réellement propre à ce moment et ce qui est simplement profondément enraciné dans l'histoire américaine. Et vous savez, cette idée selon laquelle ce n'est pas qui nous sommes, non, c'est exactement qui nous sommes. Ouvrez les yeux.
Mais vous savez, l'anti-isolationnisme et l'anti-interventionnisme de droite comme de gauche existent depuis longtemps dans l'histoire des États-Unis. Et ce type d'anti-interventionnisme, America First, à la manière MAGA, n'est pas nouveau non plus. Et bien sûr, l'anti-interventionnisme fondé sur la solidarité n'est pas nouveau non plus. Ainsi, même le terme anti-interventionniste englobe tant d'idéologies et de courants politiques différents qu'il est difficile de le considérer comme représentant une position idéologique unique. Ouais, je supporte l'intervention MAGA. Je pense qu'une grande partie de ce qui se passe, actuellement aux États-Unis en matière d'immigration, peut aussi être comprise comme faisant partie d'un schéma ancien dans l'histoire du pays. Dans les moments, ou plutôt les périodes, de crise économique aux États-Unis, lorsque les gens ordinaires rencontrent des difficultés économiques, et nous sommes justement dans l'une de ces périodes, n'est-ce pas? Avec le logement, la santé, l'éducation, la nourriture, une manière d'interpréter cela, qui est clairement encouragée à la fois par les démocrates et les républicains, repose sur un récit raciste. Eh bien, c'est la faute de ces gens-là. Et vous savez, cela a pris différentes formes à différentes époques. Parfois, cela a été ouvertement raciste, parfois cela a été xénophobe, ce qui est, vous savez, vraiment difficile à distinguer du racisme, mais cela a été formulé en termes d'immigrants. Et je pense que certaines choses qui se sont produites vers la fin de l'administration Biden ont vraiment aidé Trump à renforcer le récit MAGA. Beaucoup des politiques d'immigration de Biden ont semblé, pour de larges pans de la population, y compris les immigrants même sans papier, chaotiques, et comme si elles créaient des avantages et des services sociaux pour des personnes à l'extérieur du pays auxquels les gens à l'intérieur du pays n'avaient pas accès. Je ne pense pas que c'était l'intention de l'administration Biden, mais ils ont dû être vraiment aveugles pour ne pas voir que c'était un résultat probable de ces politiques. Même ici, dans le Massachusetts libéral, quand les premiers bus d'immigrants venus de Floride ont commencé à arriver, les gens disaient « Oh, la Floride, c'est terrible. Nous aimons les immigrants ici. » Mais après des mois et des mois d'argent public dépensé pour des abris totalement inadéquats dans des hôtels coûteux, le Massachusetts libéral a commencé à dire « Attendez une minute, qu'est-ce qui se passe ici? » Alors, Il me semble qu'il existe une sorte de flux et de reflux de l'économie dans le cœur impérial, et qu'avec cela, la demande et l'offre de travail montent et descendent. Et parallèlement, on observe une sorte de montée et de déclin du sentiment et des politiques anti-immigration. Je ne veux pas en faire une cartographie trop schématique, car il y a des interventions politiques à certains moments qui intensifient vraiment la rhétorique. As thing, first and économique. mais je veux dire, je pense que la récente élection à New York montre à quel point, lorsque les gens peuvent voir une autre façon d'analyser ce qui se passe et de chercher des solutions, ils peuvent devenir vraiment enthousiastes à ce sujet. Et vous savez, je pense à cela en termes de Make America Healthy Again et à toutes sortes d'attitudes de l'élite libérale du type « Oh, il faut suivre la science, il faut continuer à faire de la science ». Alors que, pour la plupart des gens, leur rapport avec le système médical, et vous savez, je fais partie de l'élite privilégiée, mais mes propres rapports avec le système médical et l'industrie de l'assurance sont tellement épouvantables qu'il n'est pas étonnant que les gens veuillent tout remettre en question et dire, vous savez, les démocrates ne reconnaissent pas cela. Et ceci, Les démocrates traditionnels.
J'ai vu ces débats au Sénat sur la prolongation de l'Affordable Care Act, et c'est étouffant à tellement de niveaux, parce que l'éventail de choix proposés est tellement restreint. C'est soit l'État qui envoie des subventions aux compagnies d'assurance, soit, comme le dit Trump, je vous paie directement et ensuite vous négociez avec la compagnie d'assurance. Or, nous savons que les compagnies d'assurance sont mieux placées que les particuliers pour augmenter les prix. Mais dans les deux cas, les deux options sont tellement corrompues et tellement limitées que les citoyens, dans l'ensemble, sont piégés. Je veux dire, il y aura une énorme augmentation du coût de la vie quotidienne si ces subventions sont supprimées d'un côté. D'un autre côté, même avec les subventions, dans ce système de santé extrêmement coûteux, il n'y a aucun soulagement. Il est donc naturel que beaucoup de gens considèrent le système comme corrompu. Puis les idéologues arrivent et disent « Oh, regardez, c'est l'intervention de l'État qui le rend corrompu ». Alors que nous avons de nombreux exemples à travers le monde où les systèmes de santé fonctionnent en réalité beaucoup plus efficacement pour une fraction du coût. Oui, ma dernière question est probablement aussi liée à votre commentaire sur New York, et elle concerne ce qui pourrait être, eh bien, ne l'appelons pas une gauche alternative, mais plutôt les débats et discussions au sein de la gauche. Je pense particulièrement à Cuba et au Venezuela, bien qu'on puisse aussi penser au Nicaragua. Ma question est, comment considérez-vous les débats au sein de la gauche aux États-Unis? Car il semble y avoir beaucoup d'angles morts à ce sujet. Certains des articles que vous m'avez envoyés à lire, dont j'ai beaucoup tiré profit, en parlent d'ailleurs. Je veux dire, c'est la centralité de l'impérialisme et de l'intervention des États-Unis, en particulier dans les pays définis comme des menaces pour la sécurité nationale. Et une partie de la gauche américaine ne semble pas le comprendre. Donc, en tant que membre de la gauche américaine, comment considérez-vous ces débats et quel pourrait être un mode d'engagement au sein de la gauche internationale, où il semble y avoir une meilleure compréhension de l'impérialisme américain dans le reste du monde, ou du moins dans le reste de la gauche? C'est probablement ma dernière question pour vous. D'accord. En un sens, je peux presque voir un parallèle entre les débats internes à la gauche et les pressions extérieures qui influencent ces débats. Et je vois clairement cela se produire en ce qui concerne Gaza. Il y a cette idée que si l'on s'oppose à l'invasion israélienne de Gaza, si l'on s'oppose au concept même du sionisme et des États ethniques, alors cela signifie que l'on soutient ce qu'ils appellent le terrorisme. Et donc, on finit par avoir l'impression qu'il faut se justifier sans cesse en disant « Eh bien, bien sûr que je ne soutiens pas les armées qui tuent des enfants. » Mais vous savez, dans les années 1980 au Nicaragua, je pense qu'il était vraiment facile pour la gauche américaine d'être pleinement enthousiaste à propos de la révolution sandiniste, de se rendre en masse au Nicaragua et de ressentir cette impression que les gens là-bas essayaient de créer quelque chose de nouveau, de juste, quelque chose qui donnait la priorité à la volonté du peuple. Et je pense que des gouvernements ou des mouvements comme ceux de Maduro, Ortega et du Hamas ont été tellement diabolisés que les gens se disent « Eh bien, il n'y a rien à soutenir ». Donc, vous savez peut-être que la seule solution, c'est que les États-Unis, Israël ou quelqu'un d'autre prennent les choses en main. Et je pense que c'est un récit complètement faux. Il existe de nombreuses voix, organisations et mouvements palestiniens, ainsi que de nombreuses organisations et mouvements nicaraguayens que nous pouvons soutenir. Mais nous pouvons aussi nous opposer au génocide, même s'il n'existe aucun mouvement à soutenir.
Donc je pense que ce réflexe du genre, eh bien, je m'oppose au génocide. Ah bon, cela veut dire que tu soutiens le Hamas. Que signifie même cette question? Hamas, c'est bien plus chose que ce qu'on nous montre que Hamas est. Mais pourquoi est-ce qu'on nous pose même cette question? Oui, mais je dois juste te raconter ce qu'un de mes collègues a dit. Quand il y a environ un an, nous avons invité, comme intervenant sur le campus, un prêtre épiscopalien de Cisjordanie qui faisait des visites au congrès et des conférences dans la région. Nous l'avons invité à parler à Salem State, et l'université, bien sûr, a été extrêmement réticente à permettre à des voix palestiniennes de s'exprimer. Il travaille avec l'organisation palestinienne de défense des droits humains Al-Haq et nous a parlé de certaines des choses qui se passent en Cisjordanie. Et son propre soutien à une solution à deux États. Et bien sûr, Israël a le droit d'exister. Je veux dire, certains Palestiniens dans le public étaient tellement en colère qu'ils se sont levés et sont partis parce que ce n'était pas le message qu'ils voulaient entendre, mais c'était le message que cet orateur voulait transmettre. Quand j'en ai parlé à l'un de mes collègues, je lui ai dit « Tu aurais dû venir à cette conférence parce que je pense que tu aurais aimé ce qu'il avait à dire. » Et mon collègue a répondu « Eh bien, j'ai dit, il ressemblait à un Martin Luther King palestinien. » Et bien sûr, nous voulons entendre ces voix-là. Nous voulons entendre de nombreuses voix palestiniennes, des voix palestiniennes différentes. Il n'existe pas qu'une seule voix palestinienne. Mais cette voix particulière, je pensais que mon collègue sioniste aurait apprécié l'entendre, et mon collègue m'a dit, pour être honnête, après le 7 octobre, je n'ai tout simplement pas la capacité d'écouter un Martin Luther King palestinien. Alors face à cela, vous savez, comment pouvons-nous... Je veux dire, bien sûr que nous devons continuer à nous battre, mais je suppose que j'essaie de répondre à votre question sur ces désaccords à gauche. La gauche devrait laisser de la place à une pluralité de voix et résister à la tentative de la droite d'aplatir ce que signifie s'opposer au racisme, à l'ethno-nationalisme et à l'impérialisme des États-Unis ou d'Israël. Mon dernier commentaire est le suivant. Il me semble qu'il existe un manque considérable de compréhension au sein du cœur impérial de ce que signifie une lutte de libération nationale. Cela vient de mon expérience de discussion avec de nombreuses personnes à travers le Sud global. Et bien que nous sachions que le Sud global est également vulnérable aux tendances et politiques de droite de manière générale, et je ne parle pas seulement de la gauche du Sud global, il semble y avoir une meilleure compréhension de la lutte pour la libération nationale. Ainsi, même en Inde, par exemple, il n'est pas difficile de trouver de nombreuses personnes qui comprennent que le Hamas et le Hezbollah font partie de la résistance. Je veux dire, c'est quelque chose dont on ne peut pas vraiment parler aux États-Unis. C'est vigoureusement et agressivement censuré. Nous avons eu, eh bien, ce n'était pas exactement un avertissement de grève, mais YouTube a supprimé notre contenu où le professeur Norman Finkelstein parlait de Sayed Nasrallah après son assassinat. Il décrivait Nasrallah comme une personne intelligente, quelqu'un capable de s'exprimer avec réflexion, quelqu'un dont on pouvait réellement apprendre. Et c'est le genre de contenu qu'on ne peut pas diffuser sur YouTube. Ils l'ont supprimé plusieurs fois, et même après notre appel, ils ont affirmé que cela faisait la promotion d'organisations violentes, criminelles et terroristes, ce qui est interdit. Voilà où nous en sommes. Eh bien, je veux aussi citer Martin Luther King, parce que, vous savez, quand j'ai dit que l'orateur que nous avions était comme un Martin Luther King palestinien, cet orateur a également dit quelque chose de similaire à ce que King avait dit,
Comment pouvons-nous aller dans le ghetto et critiquer la violence qui s'y trouve sans mentionner le plus grand pourvoyeur de violence dans le monde aujourd'hui, le gouvernement des États-Unis? Donc, vous savez bien sûr, Martin Luther King a aussi été officialisé, il a aussi été aseptisé. Alors, vous savez, est-ce que ça serait même autorisé sur YouTube aujourd'hui? Absolument. Nous allons en rester là, sur la sagesse de Martin Luther King. Je pense que c'est une bonne façon de conclure. Professeur Chomsky, c'est toujours un plaisir et un privilège de parler avec vous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.